Chers amis, bonjour, merci d'être là, fidèles. Je vous remercie de bien vouloir prêter votre attention sur cette vidéo qui va se dérouler avec un nouvel appareil, une nouvelle caméra, mais ça vous la connaissez déjà, j'ai fait une vidéo déjà avec cette caméra. Alors, nous allons bien sûr poursuivre le déroulement de l'histoire des rois mérovingiens, pardon. Mais auparavant, je voulais vous demander de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors de vous abonner, de partager la vidéo, mettre un pouce. Bon, vous connaissez tout ça, hein. J'ai pas lu de dire à chaque fois les mêmes choses. Mais YouTube aime bien que l'on répète, que l'on mette au début ce genre de conseils, quoi. Enfin, si on peut appeler ça des conseils. Alors, ce que je voulais vous demander, c'était surtout de commenter. Et ça, c'est important. Parce que faire des commentaires sur un sujet que je donne chaque jour, pour moi, ça m'apporte un plus, ça m'apporte de savoir où je vais, si ce que je fais est bien, s'il y a des manques, s'il y a trop de, trop de détails ou pas assez, justement, dans tous les cas, ça me permet de, si vous voulez, de mieux comprendre ce qui est bon pour mon auditoire, dont vous faites partie, et je vous en remercie. Alors nous poursuivons bien sûr l'histoire des rois de de ce royaume, hein, des pays du fromage, comme je dis, parce que bon, YouTube n'aime pas trop que l'on, comment dire, que l'on donne des détails du pays, d'un pays. Bon, je parle des fois des pays européens en disant, en nommant les pays, mais YouTube n'aime pas trop. Alors, chers amis, nous continuons. Alors nous sommes avec Clotaire III. Alors, je vais faire le déroulement de son règne. Bon, il y a déjà... Alors, déjà, je vois très mal. Je vais retirer mes lunettes de soleil, mais le problème, c'est qu'ils m'aident à filtrer un peu la lumière, vous voyez, parce que la lumière fait mal aux yeux. Alors, oh, BNF, c'est quoi ça? Ah oui, oui, c'est la Bibliothèque nationale de France. Bon. Alors, roi des Francs, du 31 octobre 657 à 673, prédécesseur Clovis II et successeur Thierry III. Biographie alors. Vous allez voir qu'elle est très courte cette vidéo, parce que, enfin le sujet de ce roi, puisqu'il n'y a pas grand chose, hein, comme qui a été trouvé sur ce roi, mais ça c'est les sources officielles, il faut se méfier. Alors, roi de biographie, donc titre complet, oui. Bon, roi des Francs de Neustrie et des Burgondes, pardon, dynastie des Mérovingiens, mais ça, bon, vous l'aurez compris. Date de naissance 652, date de décès 673, père Clovis II, mère Bathilde, voilà, pardon, excusez-moi, Bathilde. Cette belle statue que voilà. Vous voyez, regardez. Voilà. Ok, nous revenons là. C'est tout ce que nous avons comme biographie. Ici, c'est quoi là? C'est la statue de Clotaire III, regardez. Je vais vous montrer, voilà. Vous voyez? Très jolie statue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme, de ce roi? Alors, Clotaire III, né, bon, on l'a vu, biographie, fils aîné du roi Clovis II et de la reine Bathilde. Il accède au trône à l'âge de 5 ans. De 5 ans, bon, il était sous tutelle, évidemment, hein. Sous la régence, enfin oui, plutôt la régence que la tutelle, régence de sa mère, seulement un mois auparavant, selon la quasi-contemporaine vie de Saint-Éloi, oh là là, de l'évêque Ouin, ou Saint-Ouin, Saint-Éloi, avait prophétisé la mort de Clovis, la chute de Bathilde et le court règne de Clotaire. Ah, 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 ah. Bon, et c'est des prophètes, c'est ça, c'est bien ça. Saint-Ouen, vie de Saint-Ouen par le fond. Bon. Pendant la régence de Bathilde, les nobles d'Austrasie demandèrent un nouveau roi à la suite de la mort de Childebert III, et en 662, la cour de Neustrie envoya pour lui succéder un autre fils de Clovis II et frère de Clotaire, Childéric II, donc toujours pendant la régence, le maire du palais de Neustrie, Erchinoald,
Erchinoald, oui, meurt en 658 et Hébroin est choisi pour le remplacer en tant que maire. Mais il y a une confusion dans ces explications. Mais en fait, c'est comme ça. Bon, je me perds là. L'autorité administrative des Bruins ou des Bruins était importante. Bède raconte comment en 668, là j'ai cru qu'il était en 666 moi, en 668, Théodore de Canterbury ne pouvait voyager des royaumes francs à Rome qu'avec la permission du maire du palais. Ah, en 664, Bathilde se retire au monastère de Chelles et laisse le pouvoir à Hébroin. C'est un drôle de nom ça, hein, c'est pas très bon. Clotaire a peut-être été plus actif politiquement après cette époque, car il a atteint l'âge de la majorité en 669. La chronique contemporaine la plus proche, le Liber Historiae Francorum, écrite en 727, oui, d'accord, on devine un peu par qui, hein, rapporte seulement qu'il a régné pendant 4 ans, probablement une référence à ses années actives, 669-673 jusqu'à sa mort. Il est confirmé comme étant encore dans la 16e année de son règne, dans une note chronologique de 673. Oui, Clotaire meurt en 673, donc à l'âge de 20 ans. Oh là, il est jeune, hein. Et Bruine nomme alors son frère Thierry III pour lui succéder. Cependant, ils seront tous deux déposés la même année par Childéric II, qui réunifiera ainsi le royaume des Francs pendant 2 ans seulement. Ah bon. Source, voilà, nous tombons dans les sources. Hein. Alors je ne sais pas quoi ajouter là-dessus, chers amis, c'est pas... Bon. Alors la reine Bathilde, qui gouvernait le palais avec son fils, Clotaire, roi des Francs, inspiré sans doute par le conseil de Dieu, bon, d'accord, envoya à la ville d'Autun pour en être évêque cet homme admirable, Saint-Léger, entre crochets, on va dire, hein, pour qu'il soutint et défendit dans ce temps, comme nous l'avons dit, Hébroin, maire du palais, gouverné sous le roi Clotaire, et la reine, comme nous l'avons encore dit, résidait déjà dans le monastère de Chelles, qu'elle s'était autrefois préparée pendant que cette, oui, vous voyez, entre crochets les points, ça veut dire qu'il y a un manque de sources, hein, généralement, pendant que cette affaire était en train, oui, le roi Clotaire, appelé par le Seigneur, sorti de cette vie, Hébroin aurait dû convoquer solennellement. Bon, enfin, tout ça, c'est... Bon, allez, on va pas trop s'étendre là-dessus. Alors ça, c'est l'histoire de France, mais par qui? On ne sait pas. Par qui il est écrit cette histoire avant que Bruno Cruch, la République... Ouais, il n'y a pas de... Voilà, bon, c'est des références d'un livre, bon, article, hein, connexe, référence, bon, voilà. Chers amis, pas grand-chose à dire, hein, voilà. Un règne bien court, apparemment. Bon, je m'en serais doute un petit peu, hein. Les règnes ne sont pas très longs chez les Mérovingiens parce que il y a probablement, s'il y a des lacunes, c'est parce qu'il y a des parties qui gênent les historiens de l'époque et bien sûr approuvées ou plus ou moins, ou peut-être écartées par l'Inquisition ou par les dirigeants de, on va dire, de l'époque médiévale, voire même de la Renaissance peut-être. Autrement dit, sous la religion dominante qu'est le christianisme, comme vous le savez. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Ben, vous voyez, j'ai pas de source plus que ça, moi. Je sais pas où les trouver, à part Pagan TV, la chaîne de l'Aigle de Normandie. Mais bon, il ne donne pas tout non plus, lui. Hein, il développe au fur et à mesure des vidéos. C'est dommage qu'il ne parle pas de l'époque des Mérovingiens, parce que justement, ce serait bien qu'il fasse une vidéo là-dessus. Ce serait intéressant. En tout cas, comment considérer la période des rois mérovingiens à l'aune de, on va dire, des Celtes et des Vikings sous la Gaule. Dans la Gaule, pendant la Gaule pré-romaine, sous occupation romaine et post-romaine. Comment les rois mérovingiens étaient considérés. J'aimerais bien que Oleg fasse, s'il m'écoute et qu'il voit cette vidéo,
j'aimerais bien, cher Oleg, que vous fassiez, si ça ne vous dérange pas, une vidéo expliquant, on va dire, la période des rois mérovingiens, ou une partie, hein, peut-être celle du début des mérovingiens, ou du milieu, ou de la fin. Comment situer les mérovingiens dans l'histoire de la Gaule, des Gaulois, autrement dit des Celtes, et puis plus tard, au 8e siècle, des Vikings. Comment considérer, voilà, comment considérer cette histoire du règne des Mérovingiens dans l'histoire qui s'inscrit à propos de la Gaule et des Celtes plutôt que des Vikings, parce que les Vikings, c'est une armée qui ont réagi, si vous voulez, de défense et de libération des territoires occupés dans des ports où étaient déportés des esclaves. Il faut le savoir. Les Vikings ne sont pas des barbares comme l'on dit, hein. C'est pas du tout ça. La série télévisée des Vikings, pardon, qui bon, semble bien en apparence, mais qui en fait les font passer pour des barbares, des méchants, des sauvages. Non, c'était pas du tout ça. C'était pas ça du tout. Pas ça du tout. Ah, j'ai oublié de mettre en ligne. J'ai oublié de mettre le papier que je vous ai dit sur Internet qui prouvait que, en fait, l'Église chrétienne, au temps des Mérovingiens jusqu'à la veille du 8e siècle, non, jusqu'au 8e siècle, pardon, avant les Pépinides, avant l'arrivée de Pépin le Bref, hein, ou Pépin le Grand, je ne sais pas. Non, Pépin le Bref, avant le règne de Pépin le Bref, j'ai oublié de vous montrer que l'Église, enfin la religion chrétienne, n'était pas encore majoritaire, qu'elle se soumettait encore au roi mérovingien, à contre-cœur peut-être, en essayant d'avoir des avantages, des monastères, vous voyez, des trucs comme ça, afin de s'étendre et de gagner du terrain. Ce qui plus tard, sous les Carolingiens, sera un fait. Sous les Carolingiens, grâce entre guillemets, hein, à Charlemagne, Charles Martel bien sûr, l'Église va devenir plus incisive, plus conquérante. Vous voyez? Bon, ça on en parlera quand ce sera le moment, mais jusque-là, avant le renversement, parce que n'oublions pas que le dernier roi mérovingien, nous y reviendrons, a été renversé. Eh oui, il a été écarté du trône, par la force. Ah oui, il n'a pas été le règne des Carolingiens, c'est pas fait dans la quiétude, de la tranquillité et on va dire la bienveillance, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que derrière il y avait l'Église, il y avait le Vatican qui poussait un peu plus pour étendre son influence, la conversion des infidèles notamment. Bon, ceux qui étaient fidèles, il n'y avait rien à craindre, mais les autres, il fallait les convertir. Et vous verrez que la conversion, c'est pas fait dans la pacification, hein. Soit tu te convertis, soit je te tranche la tête, hein. Ah oui, carrément, hein. Au nom du Père, du Fils, et voilà, vous comprenez, voyez le reste. Alors, je ne fais pas une insulte aux croyants qui se rassurent, hein. Je ne suis pas en train d'insulter votre religion, mais il faut savoir que au départ, les conquérants, on a vu ça pour l'Amérique du Sud, hein, notamment par les Espagnols, hein, et puis les conquistadors et tout ça. Pour évangéliser le territoire, oui, vous les évangélisez, ou vous les faites prisonniers, ou vous les réduisez, voilà, hein, à la soumission, quoi, vous voyez. Donc la soumission, c'est l'esclavage ou la mort, quoi, hein, en cas de refus, voilà. Bon, c'est comme ça, les conversions, c'est comme ça qu'au départ, elles se faisaient, c'était un peu par la force, enfin, par la persuasion d'abord, bien sûr, et puis par la force si nécessaire. Et croyez-moi qu'il ne mettait pas longtemps à employer les grands moyens, hein. Aujourd'hui, bon, on parle beaucoup, mais il y a d'autres moyens de coercition qui sont beaucoup plus, comment dire, plus persuasives. Là, je ne parle pas de la foi seulement, mais je parle de la soumission de tous les peuples, de nous y compris. Aujourd'hui, c'est par des moyens, on va dire, financiers, fiscales notamment, et on va dire, comment dire, à travers les moyens électroniques, hein, vous voyez, comment on appelle ça? Les moyens numériques, voilà, j'y arrive, les moyens numériques. Pour une carte d'identité, par exemple, pour un passeport, il faut donner vos empreintes. C'est une manière de vous fliquer, quoi, hein, carrément. À l'époque, ils n'avaient pas ça, ils avaient le glaive, l'épée, le sabre, voilà. Puis c'est comme ça qu'ils vous persuadaient
de vous convertir, hein. Bon, il n'y avait pas les moyens numériques, évidemment. Voilà, chers amis, un petit peu, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette vidéo, parce que c'était un règne très court, comme vous l'aurez compris. Donc, je vais revenir un petit peu à... Je me détourne de là, voilà. Hop, revenons un petit peu aux fondamentaux. Alors, ce que je viens de vous dire, bon après, c'est vous qui voyez, c'est à prendre ou à laisser. Je vous force pas à croire tout ce que je dis, hein, tout ce que voilà. Mais en attendant, il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Si les sources s'il y a pas beaucoup de sources, c'est qu'il y a une raison derrière. Il peut y avoir effectivement un manque d'informations. On est bien d'accord. Il peut y avoir un manque de pièces, effectivement, qui manque pour vraiment avoir, on va dire, une explication de chaque roi un peu plus longue. Évidemment, je ne dis pas que tout est soumis à la censure, mais en fait, il y a probablement aussi, il y a des pièces qui ne sont pas, parce elles ne se comprennent pas pour eux dans la logique qu'ils veulent développer. Parce que pour eux, les Mérovingiens se sont tous soumis, comme Clovis, entre guillemets, au baptême. Ce qui est faux. Clovis n'a pas été baptisé. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Là, je vous ai dit le contraire à travers la source Wikipédia, parce que c'est la source officielle. Mais si vous voulez aller plus loin, allez sur la chaîne Pagan TV, je le répète, hein, de Oleg de Normandie, voilà. Et là, vous en apprendrez un peu plus, effectivement, où là, vous allez avoir des éléments qui vont peut-être vous éclairer sur qui était vraiment Clovis, quoi. Le premier roi, je parle, le premier roi des Francs, dit des Francs. Parce qu'encore une fois, les Franciques viennent d'Allemagne. Bon, ça, on en est certain, bien sûr. Ça, c'est une source que je pense sûre. Mais pour le reste, le baptême, ça, moi, je n'y crois pas. Après que certains rois mérovingiens se soient fait baptiser, oui, bien sûr, je ne dis pas que c'est pas possible, non, je dis pas que c'est pas possible. Oui, il y a des rois qui ont dû se faire baptiser, probablement, mais dans leur majorité, non. Dans une certaine mesure, même s'ils se sont fait baptiser, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont gardé le souvenir de ce qu'ils connaissent ou qu'ils connaissaient de leurs ancêtres. Comprenez, ils connaissaient l'histoire beaucoup plus que nous, ils avaient plus d'éléments que nous aujourd'hui, vous voyez, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Mais où sont passés ces éléments? Où sont passés ces écrits? Bon, comme je vous l'ai dit, César, lui, les Romains, ils ont énormément détruit beaucoup d'œuvres des Gaulois, des Celtes, donc, hein. Et tout ce qui a pu être récupéré, ça a été récupéré plus tard par les Vikings. Mais ce qui a été récupéré par les Vikings a été détruit par l'Inquisition au XVIe siècle. Parce que les Vikings, on va dire le grand règne des Vikings, qui se sont étendus partout dans le monde, hein, il faut le savoir. Ils ont même découvert le pays de l'oncle Sam, mais ils ont découvert les Amériques, hein. L'Amérique du Nord et peut-être même l'Amérique du Sud, peut-être. Ce qui est certain, c'est que les Vikings, ils sont allés partout dans le monde. Partout, en Asie. Même en Asie, vous avez chez les monks, ça, allez voir la chaîne de l'Ec de Normandie, il en parle très bien, avec justement un témoignage d'un Chinois monk, alors M-O-N-K. Un monk, ce sont des Chinois qui ne sont pas bouddhistes, ou peut-être qu'ils le sont, mais qui ont une connaissance de leur civilisation primordiale, c'est-à-dire ils ont connaissance d'un dieu qui ressemble à celui des Gaulois, le dieu Odin, le dieu des Celtes, la religion odinique, Odin et Thor. Alors les monks, c'est ça. Les monks, bon, c'est pas un peuple très nombreux en Chine, mais ils existent. Ils existent et ils ont une longue histoire derrière eux, comme quoi que les Chinois, la Chine d'origine,
l'Asie, en tout cas dans cette partie-là, de la Chine et peut-être, on ne sait pas, enfin bon. Eh bien, cette partie de la Chine était occupée par les monks autrefois, donc au temps des Celtes, où ils avaient comme dieu. D'ailleurs, ils ont montré, Oleg a montré dans une vidéo qu'il faudrait que vous allez voir si elle est toujours en ligne. Il montre que les gravures montrant le dieu des monks ressemblent étonnamment avec un œil crevé, un œil voilà, on va dire un œil borgne. Hein. Il montre exactement la même image, j'allais dire, de cette gravure du dieu Odin. Bon, qui s'appelait peut-être autrement, mais qui ressemblait étonnamment au dieu Odin. Ça veut dire que partout, cette religion odinique, avec des formes peut-être différentes, mais avec toujours ces gravures ou ces images gravées, je ne sais pas, d'un visage d'un dieu borgne, œil de la connaissance, hein. Eh bien, parce que Thor, bon, ça Oleg vous le dira mieux que moi, Odin a perdu son œil dans le puits pour connaître les runes, la connaissance donc. Et le dieu des monks, donc de cette partie de la Chine, du peuple chinois, qui existe toujours, ils ne sont pas très nombreux, hein, je ne sais pas combien ils sont, eh bien, ont cette connaissance de cette civilisation primordiale en Chine. Hein, avant d'être bouddhiste, avant que les mandarins prennent le pouvoir, et puis bien sûr maintenant le parti communiste ou socialiste de Chine, bien sûr. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette portion de règne. Pardonnez-moi si ça n'a pas été bien long, mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite un bon début de semaine parce que vous aurez cette vidéo probablement que lundi. Passez un bon moment encore avec les membres de votre famille, vos amis, et puis surtout vos collègues de travail. Soyez toujours généreux les uns vers les autres, soyez bienveillants, ayez de l'empathie pour les plus faibles, puis voilà, ceux qui ont besoin de vous, quoi, en fait. Hein. Et on se dit à très bientôt. Ciao.